Quand on me demande si j'aime le deck building, souvent je réponds oui, j'aime bien. Je sais pas si la réponse vous surprend, mais je sais que le deck building est souvent une catégorie de jeu très appréciée par beaucoup de gens. Tellement appréciée que c'est souvent les jeux préférés de beaucoup de gens. Je ne dénombre même plus ceux qui sont fans de Dominion, ceux qui sont fans de Star Realms, de Hero Realms, de Ascension, enfin bref, tous ces jeux de deck building qui ont peut-être aidé ces gens à rentrer dans le jeu de société. Pour ma part, le deck building est une catégorie de jeu que j'aime bien. C'est une mécanique que j'aime bien, je trouve que c'est très bien huilé, que c'est très bien pensé. Cette idée de j'ai des cartes en main, je vais toutes les jouer le tour où je les ai et je vais essayer de me confectionner un meilleur deck au fur et à mesure de la partie. Mon premier deck building, c'est le jeu Resident Evil, le deck building. Un jeu pas très connu en France, qui n'a pas du tout la réputation d'un Dominion, d'un Ascension, etc. Et c'était un jeu très correct, qui est vraiment calqué sur Dominion, c'est-à-dire un deck building à marcher, on va faire la différence dans cette vidéo, et qui avait sa petite particularité, mais bref, mon premier jeu deck building, c'est celui-ci. J'ai beaucoup aimé l'expérience, et puis j'ai joué au fur et à mesure du temps à plein de deck building. Du Twisted Fables, du Star Realms, du Hero Realms, du Ascension, et même des jeux qui utilisent un peu la mécanique de deck building comme Narak. Et au fur et à mesure de découvrir ces jeux, j'en ai déduit que c'était des jeux que globalement j'aimais bien, mais c'est pas forcément la mécanique qui me fait aimer un jeu. Parce que c'est souvent le même rythme de jeu, à savoir je pioche mes cartes en main, je les joue toutes, etc. etc. Donc quand on me propose un deck building, en général je me dis bon au moins je sais quasiment y jouer, et surtout j'espère que ce deck building me proposera un petit quelque chose. Et je vous parle de tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vous parle du jeu Vermine. Cette vidéo est sponsorisée par l'auteur de Vermine, à savoir Contrôle Zèbre, les éditeurs de Quintessence et les éditeurs de Alchimix, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps lors de mon vlog à Octogone. C'est toutes des personnes qui sont illustrateurs, par exemple l'illustrateur de Vermine a aussi créé le jeu, et donc pour être transparent avec vous, il y a ici le bandeau collaboration commerciale, car l'éditeur a demandé si je pouvais les aider afin de promouvoir le Game Found de ce jeu qu'est Vermine, donc en financement participatif. J'ai pu tester le jeu pas mal de fois et donc je peux vous en parler en vidéo. Le jeu que je vous présente ici est un prototype, donc il y a des choses qui sont amenées à changer, que ce soit des visuels ou des matériaux. Je vous ai fait toute une intro autour du deck building, pourquoi? Eh bien parce que Vermine est un jeu de deck building. On est dans un univers où si vous aimez les insectes qui sont designés d'une manière un peu stylisée, etc., ça peut clairement vous plaire. Un univers où différents clans d'insectes vont essayer d'invoquer leur dieu, donc c'est la partie droite à côté du plateau, et pour ça ils vont devoir sacrifier des âmes, et donc le gagnant de la partie sera celui qui aura invoqué son dieu en premier. Donc c'est drôle parce qu'on a à la fois un côté un peu organisation royale, etc., et de l'autre on a cet aspect un peu cultiste Lovecraftien qui tente d'invoquer leurs démons, donc voilà, ce petit côté Lovecraftien ça me plaît un peu, même si c'est pas Lovecraftien. Donc chaque joueur va contrôler un de ses clans, le dieu qu'ils vont choisir pour les accompagner, il va leur donner une micro-asymétrie dans la partie, ce qui est toujours appréciable dans ce genre de jeu, et on va enchaîner les tours de jeu avec un système de deck building, à savoir j'ai 3 cartes en main, je les joue et j'en fais quelque chose. Dans ce jeu, il y a 2 types de cartes, les cartes objets et les cartes partisans. Les cartes objets, c'est globalement des cartes à effet, vous les placez en dessous de votre plateau, vous faites simplement ce qu'il y a dessus et puis voilà. Les partisans, ils ont plusieurs facettes et c'est la grosse partie du jeu finalement. Car nos partisans de départ, on peut les défausser pour gagner des choses, mais les partisans qu'on aura plus tard dans la partie, on pourra les poser devant notre plateau et à chaque tour, on aura des effets déclenchés par eux. Donc il y a une petite création de moteur qui vous aide de tour en tour. Le truc, c'est qu'on n'a que 3 emplacements de partisans sur nos plateaux. Et pourquoi on en a que 3? Eh ben parce que le but du jeu, c'est d'avoir des âmes. Et comment on a des âmes? Eh ben il faut sacrifier nos partisans. Donc vous allez poser des partisans devant vous, vous allez souvent les sacrifier avec un objet que vous avez dès le début de la partie, à savoir une dague sacrificielle. Lorsque vous la jouez, vous sacrifiez le partisan, vous récupérez sa valeur d'âme, cette carte, vous la virez, tout simplement, et donc vous avez un partisan en moins, vous avez moins de cartes dans votre deck, et vous avez plus l'effet supplémentaire. Ça peut être frustrant, parce qu'il y a parfois des effets qu'on a envie de garder, mais comme le but du jeu, c'est quand même d'avancer vers la victoire, notre moteur, on va pas pouvoir le conserver tout le temps. Et heureusement. Pour ma part, les jeux à moteur, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Ce que j'aime pas dans le jeu à moteur, c'est justement ce côté où j'ai un truc très puissant et il dure de tour en tour en tour en tour. Et donc, on voit quelqu'un prendre de l'avance et nous, on est un peu en retard, etc. Là, notre moteur ne reste pas très longtemps en général, car si on le garde trop longtemps, on prend de l'espace. Et donc, pour sacrifier nos autres partisans, ça va être compliqué. Donc à notre tour, soit on joue des cartes objets qui nous font potentiellement piocher des cartes,
cartes, sacrifier nos personnages, gagner de l'influence qui est la monnaie du jeu, monnaie qui nous permet d'acheter des cartes, que ce soit des objets ou des partisans qui sont devant nous. D'ailleurs, en parlant de cette monnaie, l'éloquence qui est sur la piste de gauche, elle grimpe quand vous en gagnez, mais vous ne revenez pas à zéro quand vous finissez votre tour. Donc vous pouvez prévoir en accumulant beaucoup d'éloquence de tour en tour pour acheter une carte un petit peu plus chère. D'ailleurs, en parlant des achats, je vous parlais tout à l'heure de deck building à marché ou de deck building à rivière. Ce jeu-là mélange les deux. On a un marché qui propose les différents objets. L'idée du marché, c'est justement que toutes les cartes sont disponibles et après on pioche ce qu'on veut. Et on a une ou plutôt deux rivières pour les partisans niveau 1 en bas et niveau 2 en haut. Dans ce jeu, lorsqu'on achète une carte de la rivière, par exemple, j'achète ce partisan niveau 1, je le place dans ma défausse, et dans tous les autres jeux à rivière, on re-remplit la rivière. Et ben là, non. Pour remplir cette rivière, il va falloir utiliser des effets qu'on retrouve notamment sur certaines cartes objets, qui sont d'ajouter une carte dans la rivière et on choisit la rivière de partisan 1 ou la rivière de partisan 2. Et donc, quand on joue ces cartes, on peut ajouter des cartes en haut ou en bas, ça c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça limite énormément l'achat qu'il y a du côté des partisans. Je préfère les jeux à rivière, justement pour ce côté parfois opportuniste et de pas toujours pouvoir optimiser absolument tout ce qu'on fait. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de surprise quand même dans les jeux. Et là, dans ce jeu, quand on voit apparaître telle ou telle carte, ça peut complètement changer la donne. Les cartes qu'on achète ont une valeur d'éloquence et une valeur d'âme. La valeur d'éloquence, c'est le prix, et la valeur d'âme, c'est lorsqu'on les sacrifie, combien d'âme elles donnent. Donc quand on regarde les cartes de niveau 1 et les cartes de niveau 2, on sait très bien lesquelles on va sacrifier en priorité. Celles de niveau 2 rapportent énormément. Les cartes partisans, globalement, vous allez souvent les viser pour ensuite pouvoir les sacrifier. Ça reste le but du jeu. Néanmoins, vous pouvez être attiré parfois par certaines cartes, par exemple celle-ci qui a un effet permanent qui réduit le prix d'absolument toutes les cartes sur le plateau. Donc ça vous prend un espace, mais ça vous aide à acheter des cartes. On a chacun une faction. Je vous ai dit, les dieux amènent de la symétrie, mais les factions, elles en amènent ou pas? Plus ou moins. Dans le sens où notre faction cherche absolument à sacrifier plutôt des membres de leur propre faction. Sacrifier une carte de notre faction, c'est 2 points supplémentaires d'âme. Donc par exemple, celle-ci nous donne 4. La première que je détruis me rapporte donc 4 plus 2. La deuxième que je détruis me rapporte 4 plus 2 plus 2. Par carte, après, ça s'additionne et ça devient de plus en plus rentable de sacrifier des créatures de notre faction. Mais surtout, ce jeu, vous vous rendrez compte très vite que oui, vous achetez des partisans, mais vous allez les détruire très très vite. Et donc, on est dans un jeu de deck building, mais aussi un peu surtout de debuilding. Dans quasiment tous les jeux de deck building, il y a cette capacité à se débarrasser de nos cartes. Pour épurer notre deck, pour piocher obligatoirement quasiment tous les tours nos bonnes cartes, mais à ce niveau-là, je crois que c'est le seul que j'ai vu comme ça. Vous aurez très peu de cartes dans votre deck. Pourquoi? Parce que si vous en gardez trop, vous piocherez pas vos dagues qui aident à sacrifier ou vos partisans que vous allez ensuite sacrifier. Donc il faut épurer au maximum notre deck pour justement pouvoir piocher nos partisans et nos dagues à quasiment tous les tours pour ensuite se rapprocher de la victoire. Il faut aussi épurer parce que dans ce jeu, contrairement à la majorité des deck building, on pioche 5 cartes, et là dans ce jeu, on n'en pioche pas 5. On en pioche 3. Bien sûr, après, on a des objets qui vont nous aider à piocher, mais de base, on en pioche 3. Donc si on ne pioche pas ce qu'il faut, on va avoir du mal à être efficace pendant notre tour. Ce jeu, ce que j'en retiens, c'est du dynamisme. On est sur du jeu de deck building très orienté vers le jeu de course finalement. Il faut se dépêcher d'atteindre ses 100 points d'âme, parce que lorsqu'on a atteint 100 âmes, on finit le tour de jeu, donc tous les joueurs vont avoir le même nombre de tours. Donc si au même nombre de tours, ils ont dépassé nos âmes, potentiellement, ils peuvent gagner. Mais globalement, être le premier, ça met la pression aux autres. Déjà, il y a cet aspect-là. Deuxièmement, ce principe de piocher 3 cartes va souvent très rapidement faire passer les tours, à acheter un certain nombre de cartes, à piocher d'autres cartes avec des effets, et globalement, voilà, c'est très dynamique sur cet aspect-là. Autre chose, c'est très agréable d'avoir un deck building où on n'a pas 10 000 cartes justement dans notre deck. Là, notre deck, il est pas très épais au début et il le restera jusqu'à la fin si vous jouez bien. Parce que bien évidemment, on peut être tenté d'acheter beaucoup de partisans pour avoir de l'avance sur les sacrifices, etc. Mais si on a trop de partisans dans notre deck, on peut vite se faire avoir et ne pas réussir à sacrifier ces différents partisans qu'on a achetés. Donc on a aussi envie d'épurer très très vite notre deck, contrairement à d'autres deck building où épurer, c'est pas forcément accessoire, mais en tout cas c'est moins important. La symétrie ajoutée entre les différents dieux est assez appréciable. On a un dieu qui permet d'avoir 4 emplacements de partisans. On a un dieu qui, lorsqu'on sacrifie, nous ajoute de l'éloquence. Un dieu qui nous permet de piocher lorsqu'on sacrifie. Et le dernier dieu de cette boîte de base, c'est un dieu qui
qui permet de pourrir le deck des autres joueurs. En ajoutant une carte dans la défausse de l'adversaire, si la personne joue cette carte, elle donne des bonus au joueur qui a donné cette carte. Donc c'est assez rigolo. Je crois que j'ai jamais autant joué et rejoué à un deck building en prototype comme ça. C'est très amusant, il y a une petite iconographie à s'habituer au début, mais dès qu'on l'a, les tours vont super vite et on se pose pas trop de questions. De toute façon, les actions, c'est soit défausser, soit sacrifier, soit activer, enfin voilà, des choses comme ça. Ce qui fait que l'iconographie est très vite prise en main. Sur toutes les différentes parties, on a essayé plein de stratégies, on a testé les différents personnages et les différents dieux. Donc je suis très touché que Control Zèbre ait pensé à moi pour vous parler de ce jeu. Le jeu est disponible sur GameFound et si jamais il est financé, potentiellement en stretch goals, il y aura des objets supplémentaires, notamment une potion. Et ces potions, elles permettent de faire des sacrifices supplémentaires pendant notre tour en les recyclant, soit en les remettant dans le marché, car il y a une mécanique comme ça dans le jeu où on peut directement se débarrasser aussi de nos objets. Et je peux vous dire qu'un sacrifice en plus par tour dans ce jeu, vous allez mettre beaucoup la pression aux adversaires. Il est à 22,50 € sur GameFound, donc ça c'est pour le jeu de base, et il y a évidemment d'autres packs qui permettent notamment d'avoir des dédicaces, mais surtout il y aura aussi une version jeu vidéo de ce deck building. Donc cliquez dans le lien dans la description ou dans la fiche en haut à droite pour aller soutenir ce projet français d'une petite maison d'édition qui ne demande que votre aide. J'espère en tout cas vous avoir éclairé sur ce jeu, qu'il vous tente. En attendant, jouez bien et d'ici là, moi je vous dis salut!